Bonjour à tous. Donc, dans la continuité des cours sur la RSE, nous allons voir dans cette capsule les alternatives RSE face aux excès de la mondialisation. Les exemples ne manquent pas. Des multinationales très fortes, aussi fortes soient-elles, sont mises à mal par des critiques, par un boycott qui a été fédéré par une population pour un dépassement de droits universels. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques exemples qui vont permettre justement de voir comment ces entreprises se sont adaptées, se sont relevées pour faire face justement à leurs clients à travers une nouvelle politique RSE. La première, c'est Nike, et derrière le swoosh et le Just Do It, vous avez une autre image qui a fait un scandale à l'international. Donc le scandale a été justement mis à mal en 1999 sur le travail des enfants. Et donc, suite à cela, Nike a dû restaurer son image. Elle a signé un code de bonne conduite dont l'application est contrôlée par des ONG partenaires du groupe. Les sous-traitants de Nike n'ont plus le droit d'embaucher des mineurs et ils doivent leur garantir un salaire minimum. Et donc, à travers cette posture, Nike a pu rétablir son image de marque, puisque suite à ce scandale, elle avait perdu plus de 50% de son chiffre d'affaires et elle était en perte de vitesse. Donc, à travers ce scandale, Nike a su se donner une image plus sociale dans le but de satisfaire ses consommateurs et de rester pérenne sur son marché. Dans une image qui a circulé dans la toile lors du scandale pour la décomposition du prix d'achat d'une chaussure Nike, regardez que les coûts internes coûtent 11,60 €, la matière première 9,90 €, le marketing et le sponsoring 3,80 €, les taxes 2,60 €, les salaires de l'ouvrier 2,40 €, la marge du fournisseur 2,30 €, les impôts payés par Nike 1,20 €, les frais maritimes 0,8 €, la TVA 23 €, le bénéfice Nike 23,80 € et la part du distributeur qui est justement la part la plus grande, c'est 58,3 €. Pour se redorer encore davantage le blason, Nike a créé Nike Foundation. Nike Foundation a plusieurs missions, dont une mission principale qui est la recherche de la citoyenneté à travers la limite de l'abandon scolaire dans les patelins en Afrique. Cette initiative Nike, c'est une initiative qui s'inscrit au haut niveau de la pyramide de Carroll, ça veut dire répondre à des enjeux nationaux, qui est la limitation de l'abandon scolaire, et ça permet aussi d'avoir un programme annuel avec un plan d'action, avec une budgétisation et avec des résultats. Donc, à travers des actions dans la Nike Foundation, Nike a réussi justement à dépasser la crise et à revenir sur le marché avec une nouvelle approche, cette fois-ci une approche RSE. L'action Girl Effect n'est pas la seule, puisqu'elle s'inscrit dans une lignée d'actions médiatisées. Donc en 2005, l'action s'appelait Stand Up Speak Up, qui était contre le racisme. En 2011, Nike Better World pour la paix et le développement durable. En 2016, Girl Power contre le sexisme. En 2016, toujours, Girl Effect, qui est le court-métrage Barrière invisible au plafond de verre pour l'insertion des jeunes filles. Et en 2017, Equality avec The Black Story Month, ça veut dire chaque mois, on essaye de montrer une histoire qui est un peu contraignante en termes d'égalité, qui est un peu choquante, et on essaye de la mettre en avant dans le cadre du stand-up, speak-up, ça veut dire pour essayer de remédier à la situation. Donc aujourd'hui, Nike Foundation, chaque année, ou pratiquement chaque 4-5 ans, elle a une cause qu'elle va défendre avec une budgétisation et un impact et une mesure d'impact par les ONG à l'international. Derrière cette image de la pomme croquée d'Apple, un scandale d'un sous-traitant qui s'appelle Foxconn. L'entreprise chinoise Foxconn est une entité qui emploie plus de 300 000 personnes à Shenzhen et 800 000 au total dans le monde. Cette grande entreprise travaille comme sous-traitante de
d'appel, du fameux appel, justement, qui est vendu au client final à 1 200 $, 1 500 $ pour chaque nouveau téléphone. Derrière cette image flamboyante, il faut voir qu'il y a des ouvriers qui souffrent d'objectifs de production qui sont très importants, avec des traitements inhumains, des sanctions disciplinaires humiliantes, des signes de réduction de salaire et plus de 11 suicides qui ont été communiqués officiellement, mais le chiffre est beaucoup plus que ça. Vous imaginez que derrière les murs de cette entreprise, vous avez des personnes qui travaillent 20 heures par jour et qui ont des lits dans des conditions extrêmes où ils peuvent faire des petites pauses et non avoir un sommeil qui soit constructif. Et donc, ce scandale d'Apple a fait que Apple réagisse pour qu'elle puisse, elle aussi, se redonner une image de marque. Suite à ce scandale, Apple a imposé à Foxconn d'avoir des conditions de travail qui soient dignes, au risque de lui enlever le contrat Apple et qu'elle ne figure plus parmi ses sous-traitants. Maintenant, il est intéressant d'étudier derrière quelles sont les marges d'Apple et quelles sont les marges négociées de Foxconn. Un autre cas, celui de Rana Plaza, qui est malheureusement associé à de grandes marques à l'international, dont Walmart, H&M, Auchan, etc. Donc, derrière ces images aussi de Auchan, de Walmart ou de H&M et de ces prix très très compétitifs et de ces chiffres d'affaires faits mondialement, le cas Rana Plaza. Rana Plaza est un immeuble à 8 étages qui est situé à Dakar et où il y a des ateliers de confection, des commerces et des banques. Dans cet immeuble, il y avait plus de 5000 salariés. La veille de la catastrophe, des inspecteurs avaient découvert des fissures dans l'immeuble et avaient requis son évacuation et sa fermeture. Les salariés des ateliers de confection s'étaient vus enjoindre de revenir le lendemain, leur encadrement déclarant que l'immeuble était sûr. Donc le lendemain, les ouvriers et ouvrières refusent d'entrer à cause des fissures. La direction des ateliers textiles menace de retenir les salaires ou de licencier les employés qui protestent. Donc après être rentré dans l'immeuble, malheureusement, il s'est effondré comme prédit. Donc le bilan, 1127 morts pour environ 2500 rescapés. Et ça, c'était le bilan le 13 mai 2013. Quand on voit ces études de cas très très difficiles et qui ont été sujets à scandale, et d'ailleurs il en existe énormément, ceux qui étaient largement médiatisés et ceux à qui on a essayé de gérer la crise en limitant la médiatisation, et on se demande aujourd'hui quelles alternatives face aux excès de mondialisation. Qu'est-ce que la RSE peut nous apporter dans ce contexte? 4 alternatives sont possibles. La première, c'est l'antimondialisme. L'antimondialisme est une alternative qui est juste impossible. Parce que regardez les pays qui ont vécu dans l'autarcie et qui ont refusé la mondialisation, on se rend compte que ce n'est pas aussi flamboyant que ça. Et que finalement, la mondialisation s'impose à nous. Et qu'il est utopique de se dire que je vais être anti-mondialisation. La deuxième alternative qui est très bien et très plausible et qui se développe très vite aujourd'hui, c'est l'altermondialisation, d'ailleurs alternative à la mondialisation. Donc dans cette alternative, on va trouver plusieurs disciplines. La première, c'est un autre type de faire du commerce. Aujourd'hui, on parle de commerce équitable. Ça veut dire essayer de payer le juste prix aux personnes qui sont intervenues dans la chaîne de production. Aujourd'hui, il y a 2 types d'entreprises. On parle d'économie sociale, d'innovation sociale, d'entrepreneuriat social. Ça veut dire gagner de l'argent tout en faisant attention à ce que la société soit dans un bien-être. Ça veut dire qu'est-ce qu'elle veut vraiment. L'idée, elle vient d'un constat d'un besoin au sein de la société. D'autres banques, aujourd'hui on parle de banques éthiques, de banques participatives, de banques vertes, c'est-à-dire qui financent que des projets qui sont pas polluants, et donc on a d'autres styles de banques qui apparaissent.
On a d'autres services, l'échange de savoir, l'existence du savoir sur Internet gratuitement, la possibilité même de télécharger des logiciels gratuitement, de contribuer à un savoir au niveau international. Et donc, il y a une autre manière d'échanger le savoir. Une autre manière de consommer pour le consommateur qui cherche aujourd'hui une consommation responsable, qui cherche à manger bio, qui cherche des produits qui sont naturels, des produits qui sont bons pour la santé et même des réglementations contraignantes dans certains pays pour inscrire sur le produit quel est son niveau justement d'apport nutritif. Et une autre monnaie, on parle de crypto-monnaie, de blockchain, de monnaie sociale, de monnaie virtuelle, et donc toutes ces monnaies qui se développent et justement qui sont loin du modèle traditionnel de la banque. Troisième alternative, c'est l'économie de la décroissance. Ça veut dire, on se dit, on ne va pas produire autant, on ne va pas réaliser autant de bénéfices et on accepte de revenir vers la décroissance. Sauf que très difficile parce que dès lors que l'humain en général, il arrive à un certain niveau, c'est difficile pour lui de lui dire demain, ben, tu n'auras plus de smartphone, tu n'auras plus de réseaux sociaux, le Wi-Fi ne sera pas fameux. Donc, très difficile sur des choses même simples qui nous paraissent aujourd'hui simples de revenir en arrière. Et la quatrième alternative, c'est la démondialisation. Et ça, c'est une alternative qui est juste impossible et qui est, en fait, qui est très rude. C'est de se dire, tous les secteurs, on va se démondialiser et on va devenir autonome en interne. Sauf que même au niveau international, on est dans une chaîne de valeurs. Chaque pays, il a besoin de l'autre. Donc, il y a une complémentarité qui nous empêche de voir la démondialisation comme une alternative qui soit viable. Donc, un petit focus sur l'altermondialisme, c'est l'économie sociale. Ça veut dire la prise en charge par des structures citoyennes de besoins collectifs que le marché satisfait de façon insuffisante, comme par exemple les coopératives de production, les banques mutualistes, etc. Le commerce équitable, c'est-à-dire payer un prix juste pour les marchandises et instaurer des relations commerciales de long terme, ce qui se passe pour le café et le cacao avec la Côte d'Ivoire par exemple. La monnaie sociale, c'est l'échange de ressources abondantes et au lieu d'avoir une monnaie qui soit tangible et palpable, avoir des monnaies qui sont sous forme d'échange ou sous forme de monnaie virtuelle. La finance solidaire, rendre accessible aux populations défavorisées les services financiers de base. Et là, je donne l'exemple de microcrédits. Au Maroc, on a des entreprises comme le Baraka qui vont donner des crédits à des faibles taux ou même à des taux qui sont presque inexistants pour encourager l'entrepreneuriat et l'inclusion d'une certaine catégorie. Je vous donne un exemple, une personne qui veut faire un un petit stand de jus et qui a besoin d'un investissement de 5000 dirhams et qui n'a pas du tout de papier administratif, ça veut dire elle n'a pas d'attestation de titularisation, de salaire, etc. et qui voudrait avoir un financement pour son petit projet. Ben aujourd'hui, c'est possible grâce aux entreprises ou à la finance solidaire et aux entreprises de microcrédit.